Et place à votre rendez-vous d'histoire sur Radio J. À présent, tous les jours, nous vous proposons, vous le savez, l'histoire des Juifs de France en compagnie de Christophe Dard. Et pour ce nouveau numéro, Christophe, nous allons poursuivre notre série consacrée à la résistance juive pendant la Seconde Guerre mondiale. Et après avoir parlé des éclaireurs israélites de France, on va s'intéresser à l'œuvre de secours aux enfants, la fameuse OSE, créée en 1912 par des médecins à Saint-Pétersbourg sous le nom de Société pour la protection sanitaire des populations juives. Son rôle, Christophe, est de venir en aide aux populations juive en détresse, justement. L'objectif principal de cette organisation est la mise en place d'un système de santé moderne. Oui, ce sont principalement les populations pauvres, des shtetls surpeuplés de la zone de résidence de la Russie tsariste qui sont concernés. On a d'ailleurs déjà parlé de cette zone de résidence, cette partie ouest de l'Empire russe, notamment la Pologne, l'Ukraine, la Lituanie, notamment dans laquelle les Juifs sont cantonnés dans des conditions misérables. Mais la Première Guerre mondiale va évidemment tout chambouler et contraint la Société pour la protection sanitaire des populations juives à revoir ses priorités et à s'occuper désormais des blessés et des réfugiés, avec notamment la mise en place de colonnes mobiles d'équipes sanitaires pour suivre les populations juives déplacées ou évacuées de la ligne de front. Les populations bénéficient des premiers soins et les équipes mobilisées rédigent des rapports concernant les victimes des pogroms à l'intention des députés juifs de la Douma, le Parlement russe. Dans les grandes villes comme Saint-Pétersbourg, Minsk ou encore Vitebsk, qui abritent d'importantes communautés juives, des comités d'aide permettent la création de soupes populaires, mais aussi de structures de quarantaine pour les malades contagieux, des bains publics ou des centres de désinfection. À l'été 1917, donc toujours en pleine Première Guerre mondiale, l'OSE dirige 13 colonies et prend en charge plus de 2500 enfants, ainsi que 40 colonies de jour destinées à accueillir jusqu'à 15 000 enfants. Lorsque la guerre va se terminer, l'organisation vient en aide aux victimes de pogroms, car oui, hélas, ils sont toujours très nombreux. Et l'OSE, justement, se montre aussi très imaginative. Par exemple, en 1922, des ambulances mobiles avec cuisine diététique incorporée sont conçues pour les enfants en bas âge et bien sûr pour lutter contre la famine. Et en parallèle, la future œuvre de secours aux enfants se déploie en Europe centrale et orientale. En 1923, suite à sa nationalisation par les bolcheviks, l'association s'installe à Berlin sous la présidence honoraire d'Albert Einstein, fonction qu'il occupera d'ailleurs jusqu'à sa mort en 1955. Oui, exactement. Elle s'appelle désormais l'Union des sociétés pour la protection de la santé des populations juives. Une branche ouvre à Londres, puis aux États-Unis grâce à l'American Jewish Joint Distribution Committee, fondée en 1914, et à ce jour, c'est la plus grande organisation humanitaire juive au monde. Des comités locaux s'implantent partout dans le monde, dans les pays scandinaves, en Afrique du Sud, mais aussi en Australie, en Afrique du Nord et même en Inde et en Extrême-Orient. Mais bien sûr, la montée du nazisme l'a contraint à fuir l'Allemagne en 1933 pour la France. Et c'est d'ailleurs là qu'elle prend le nom d'œuvre de secours aux enfants. Elle ouvre ses premières maisons en région parisienne pour accueillir les enfants juifs fuyant l'Allemagne et l'Autriche et en leur apprenant notamment à ne pas avoir honte, je cite, de la langue de leurs parents, le yiddish. Et la toute première va être créée à Montmorency, dans l'actuel département du Val d'Oise, en 1934. 350 enfants ils passeront jusqu'en 1938. L'association vient en aide aux médecins persécutés, en particulier juifs allemands, en mettant sur pied un service spécial de réinsertion professionnelle en lien avec la Ligue mondiale des médecins juifs, dont elle favorise d'ailleurs la création en 1936 à Tel Aviv. Et à partir de 1938, après ce tournant qu'est la nuit de cristal en Allemagne, les jeunes juifs allemands arrivés en France sont pris en charge par l'OSE. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, 11 maisons hébergent 1600 enfants. À partir de 1940, l'œuvre de secours aux enfants étend ses activités. Il ne s'agit plus seulement de protéger les enfants allemands et autrichiens devenus ressortissants ennemis, entre guillemets, mais également d'organiser l'évacuation des enfants de la région parisienne pour les protéger des bombardements. La direction de l'association s'installe alors à Montpellier. Et tout un réseau se met en place en zone nord, notamment le psychiatre d'origine polonaise Eugène Minkowski, contacté par l'œuvre de secours aux enfants dès 1933, président d'ailleurs de son comité exécutif, va continuer à diriger depuis Paris l'association. Et pour cela, il organise un circuit clandestin d'enfants qui d'ailleurs va être mis en place notamment avec de nombreuses femmes, notamment aux côtés de son assistante Enea Averbourg, assistante sociale, infirmière d'origine roumaine. Il y a aussi Irène Opollon, qui elle est née en 1903 à Varsovie, de son vrai nom Irène Lichtenberg, qui arrive à Paris en 1925. Elle, munie de
faux papiers refuse de porter les toits jaunes. Elle convoie les enfants dans la région parisienne et elle assure également le paiement des nourrices. Les enfants sont installés dans des châteaux en Creuse et en Haute-Vienne. Lozé travaille en étroite relation notamment avec les éclaireurs israélites, la Viso, le comité de la rue Amelot pour organiser le placement des enfants. 10 centres médico-sociaux ouvrent leurs portes afin de venir en aide à la population juive sans ressources ou assignée à résidence. Et oui, exactement. Et d'ailleurs, vous aurez bien noté, les châteaux de Creuse ou encore de Haute-Vienne, c'est dans des endroits évidemment reculés pour pouvoir les protéger. Et justement, si on en parle aussi, c'est parce que des personnalités devenues célèbres ont été prises en charge par Lozé et donc son système très bien huilé pendant la guerre, comme le journaliste Yvan Levaille, qui n'est qu'un petit garçon quand il est caché à l'époque à la campagne, ou bien encore l'humoriste Popek, alors adolescent, il est un peu plus âgé, et qui lui est placé par Lozé dans un château de la Creuse, justement, on y revient, puis aussi chez des agriculteurs près de Paris, à Viarmes. En 1942, l'œuvre de secours aux enfants, intégrée à l'Union générale des éclaireurs israélites de France, créée par le régime de Vichy, accueille 1349 enfants dans des structures spécialement dédiées. Mais à partir de l'été 1942, avec les rafles, Lozé passe d'un travail d'assistance à une mission de résistance humanitaire. Oui, on ne dira jamais assez évidemment à quel point l'été 42 et les rafles marquent un tournant à tout point de vue. Et en août 1942, alors que d'autres rafles se déroulent ou se préparent, un ingénieur et résistant d'origine russe, Georges Garaël, de son vrai nom Grigory Garfinkel, arrivé à Paris lui à l'âge de 17 ans, participe avec Lozé, les éclaireurs israélites de France, on les retrouve, et d'autres organisations humanitaires à une commission de criblage de 1200 juifs de la région lyonnaise arrêtés lors des rafles de l'été 42. Ils sont internés au camp militaire désaffecté de Vénissieux près de Lyon. Cette commission réussit à sauver 80 adultes et 108 enfants que Lozé et les autres groupes refuseront de rendre, malgré les ordres insistants du régime de Vichy. Sous la surveillance de l'œuvre de secours aux enfants juifs, ces enfants sauvés sont dispersés, munis de faux papiers. Et justement, quelques mois après cet épisode connu sous le nom de Nuit de Vénissieux, Georges Garaël va à nouveau jouer un rôle majeur. Fin 1942, cette fois, le directeur médical de Lozé, Joseph Veil, demande à Garaël de constituer un réseau clandestin permettant de cacher sous de fausses identités les enfants de moins de 16 ans et de les disperser au sein de la population, puis si possible de les faire passer en Suisse. Ce que l'on va appeler le circuit Garaël se met alors en place, on est au début de l'année 1943 et en fait il s'agit d'un double réseau. Le premier réseau, le circuit B, est dirigé par un certain André Salomon qui fait partie des éclaireurs israélites de France et qui est déléguée, c'est une femme de Lozé, au camp de Gurs et de Rivelsalt en 1941. Elle prépare les dossiers d'émigration des enfants juifs en partance pour les États-Unis. Vous faites bien effectivement de souligner que c'est une femme car vraiment les femmes ont joué un rôle considérable et important et bien sûr comme par hasard elles sont méconnues. Elle recrute des internés volontaires qui acceptent de vivre dans les camps pour organiser la vie matérielle, sociale et morale des internés. Lozé participe ainsi à la mise en place du dispositif d'émigration de 311 enfants juifs vers les États-Unis via Lisbonne et le second réseau, qu'on va appeler le circuit A, lui doit maintenir les contacts nécessaires avec les enfants cachés pour assurer leur entretien matériel, leur sécurité, leur réconfort moral. Ça, c'est directement sous la responsabilité même de Georges Garaël. 30 départements couvrant 4 régions répartissent les enfants chez des particuliers et dans des institutions, car ça on aura l'occasion d'en reparler, des institutions non juives. Eh bien merci beaucoup Christophe pour ce nouveau volet de notre dossier donc sur la résistance juive pendant la Seconde Guerre mondiale et plus précisément sur l'importance, on l'a vu, de l'œuvre de secours aux enfants pendant cette période. La suite, ce sera donc au prochain épisode de l'Histoire des Juifs de France. Ce sera notre dernière partie de ce dossier consacré donc à la résistance juive.